Et si on parlait de sport? Et si on parlait de sport? Une émission spéciale handisport en fait, produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduc, avec le concours du comité régional handisport d'Occitanie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes très heureux avec Pauline Gaston-Conduc de vous accueillir pour ces émissions spéciales handisport en fait, un événement organisé par le comité régional handisport d'Occitanie. 3 jours en direct, place du Capitole à Toulouse, pour vous faire vivre un événement qui allie sport et patrimoine. Une opportunité unique de rencontrer nos athlètes paralympiques à leur retour des Jeux de Paris 2024. De vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Un grand merci aux partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement. La ville de Toulouse, la région Occitanie, l'Agence nationale du sport, EDF, la Société Générale Courtois, Harmonie Mutuelle, Decathlon, Agif, AXA, FIF, Emploi Handisport, Groupe Amadoc. Dans quelques instants, nous accueillerons pour cette 4e émission spéciale handisport en fait de ce samedi 28 septembre après-midi Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse. En deuxième mi-temps, nous donnerons la parole à plusieurs sportifs ayant participé aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Nous aurons le plaisir de recevoir Lucas Didier, vice-champion olympique en paratennis de table, Maxime Vallée, médaillé de bronze en équipe au fleuret, et Jonathan Hiverna, membre et capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission spéciale avec notre invité Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse. Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Et de retour dans l'émission Et si on parlait de sport, handisport en fait, avec notre invité Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir chez vous, sur cette belle place du Capitole, qui fait rêver tant de Toulousains. En même temps, vous nous avez commandé le soleil avec l'ensemble, donc c'est génial. Merci à vous. Petite question qui nous intéresse quand même, c'est que Toulouse accueille cette nouvelle édition d'Handisport en fait, un événement qui est très attendu. Quelle est selon vous l'importance sociétale d'un tel événement pour une ville comme Toulouse? C'est un événement qui revient chaque année, auquel on est très attaché. L'importance sociétale, elle est un petit peu... la réponse est dans le lieu. Le lieu, c'est la place du Capitole. Donc c'est une place qui est symbolique, qui est emblématique. C'est le lieu où se rassemblent les Toulousains pour les grands événements. C'est le cœur de la ville, c'est le centre de la métropole. Et l'idée, effectivement, c'est que pendant plusieurs jours, on met en avant, on met en lumière le handisport, avec des disciplines extrêmement variées, avec des clubs différents sur tout le territoire, avec aussi des têtes de pont, notamment les athlètes des Jeux paralympiques. Voilà, donc le but sociétal, c'est dans un dessin beaucoup plus large, celui de servir notre objectif qui est celui de l'inclusion. Faire en sorte que la ville soit la ville de tous et donc bien faire passer le message que Toulouse, qui est une ville sportive, c'est une ville aussi qui revendique le handisport. Le handisport, c'est une manière aussi d'être pleinement dans la vie de tous les jours, dans la société. Le sport, il est possible quand on est porteur de handicap et non seulement il est possible, mais il donne lieu à des résultats fabuleux, à des performances incroyables et ça, il faut pas le mettre de côté. Il faut pas que ça soit réservé à, en quelque sorte, la connaissance de certains spécialistes. Ou la remise de la coupe uniquement. Voilà, il faut que ça soit connu. Et quand on fait quelque chose place du Capitole, c'est quelque chose qui par définition connu et qu'on veut faire connaître, qu'on veut promouvoir. Alors là, il y avait les enfants, déjà la première journée, accueil des enfants, des scolaires qui ont pu découvrir. Il y a eu la partie job dating qui est quelque chose de nouveau, qui a permis aux gens qui étaient dans le handicap de venir voir les jobs qu'ils pouvaient faire éventuellement avec le handisport. On a eu le challenge entreprise, donc les entreprises étaient prises en compte. Et aujourd'hui, belle journée grand public. Voilà ce que c'est que handisport en fait. Serge qui est avec nous et qui nous parlera tout à l'heure nous fera un peu le bilan. Et en tout cas, je crois que ça a été un vrai succès. Et c'est aussi grâce, comme vous disiez, au lieu, et que je crois que les Toulousains sont attachés à ce lieu, en même temps le beau message qui est passé. Et justement, en parlant des Toulousains, nous venons de vivre des moments forts avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se sont déroulés en France. Selon vous, quel héritage peut-on attendre de ces Jeux pour la ville de Toulouse et ses habitants? D'abord, il y a un bénéfice pour Toulouse, comme je dirais toutes les villes de France. La France a vibré lors de ces Jeux. Et elle a vibré alors qu'au fond, elle ne s'y attendait pas. Parfois en France, on cultive un pessimisme permanent. À la limite, on croirait que les Français ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est surprenant. Et il y avait eu, pendant les mois qui ont précédé les Jeux, il y avait eu plein de commentaires critiques, comme quoi il y avait tel problème, ça n'allait pas réussir, etc., etc. Lorsque la flamme est arrivée à Marseille, là, on a commencé à comprendre que quelque chose se passait. Il y a eu un succès fou, un engouement populaire. Et moi-même, comme maire de Toulouse, lorsque j'ai reçu la flamme place du Capitole, lorsque je suis allé ensuite
au stade Ernest Vallon au 7-Denier, j'ai vu les gens qui étaient sortis en groupe, en famille, avec des amis, en masse, et qui voyaient passer la flamme avec des Toulousains, sportifs ou pas sportifs, connus ou pas connus. Et là, effectivement, on pouvait comprendre que les Jeux allaient être un événement extraordinaire, c'est-à-dire sortant de l'ordinaire. Et puis, les Jeux sont arrivés quelques semaines après, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Ils ont bénéficié d'une couverture médiatique mondiale avec beaucoup de public, beaucoup d'enthousiasme. Et ça a surpris, au fond, tout le monde par l'ampleur du phénomène. Et donc maintenant, on est dans l'après-jeu. Et forcément, il y a des retombées parce que ça a duré pendant plusieurs semaines. Ça a frappé les esprits. Ça a créé une nouvelle mentalité. Et donc, nous allons bénéficier de ces retombées. Et ces retombées, c'est quoi? C'est d'abord un peu d'optimisme dans notre société. On en a besoin, plutôt que de broyer du noir du matin au soir. Et puis ensuite, c'est des retombées sportives, bien évidemment. Les clubs et toutes les disciplines qui ont été mises en avant vont en bénéficier, c'est-à-dire que, nous le savons depuis plusieurs semaines, et il y a une vague d'inscriptions dans les clubs. Les Français ont réfléchi et ils se sont dit, au fond, que même s'ils n'étaient pas tous des athlètes, loin de là, le sport était porteur de valeurs qui les inspiraient et qui pouvaient en quelque sorte irriguer leur vie. Ce sont des valeurs de dépassement de soi, des valeurs d'effort, des valeurs de solidarité, des valeurs où la compétition est là. Et évidemment, la vie c'est la compétition, mais la compétition dans le respect, pas dans l'affrontement, pas dans la division. Et je crois que tout ça, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et donc, à Toulouse, nous avons ces retombées. Alors après, à Toulouse, on a un petit plus. C'est que de toutes les villes de France, on a été celle qui a été mise en avant parmi d'autres, beaucoup plus que la plupart des autres villes. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance à Toulouse d'avoir des athlètes qui ont brillé lors de ces Jeux, qui ont ramené des médailles. Je répète ces chiffres souvent parce que j'en suis très très fier et que c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire de Toulouse. Sur les 64 médailles françaises des Jeux Olympiques, la première phase, sur ces 64, il y en a 11 qui sont toulousaines. Et sur la deuxième phase des Jeux, les Jeux Paralympiques, il y a eu 75 médailles françaises. Il y en a 8 qui sont toulousaines, et notamment à côté de moi. 8 qui sont toulousaines, ça veut dire plus de 10%. Donc forcément, Toulouse a été mise sur le podium, plus que n'importe quelle autre ville. Et l'image des Français par rapport au sport et Toulouse, c'était le rugby. Alors évidemment, le rugby, avec le rugby à 7, Antoine Dupont, Nelson Épée, le rugby est au rendez-vous. Mais on a découvert qu'il y avait bien d'autres disciplines, bien d'autres talents, et que nous avions une diversité de talents sportifs, handisportifs. Et ça, c'était véritablement une grande première pour nous. Et j'ai invité les athlètes à venir ici au Capitole pour les honorer. Et j'ai invité les Toulousains à être là. La place du Capitole, le 18 septembre dernier, était pleine à craquer. C'était de la fierté, c'était de la joie, c'était de l'amitié. Et on a besoin de moments comme ça pour, je dirais, être ensemble agréablement. Enthousiasme positif, je pense que c'est les mots qui ressortent de ces Jeux Olympiques, Paralympiques. On a tous vécu ça, et vous avez raison, à travers nos téléviseurs ou ceux qu'on peut se rendre sur place. Je crois que vous nous avez fait, les sportifs, ils sont là à rêver, parce que on a vraiment passé un moment extraordinaire. On entendait ces spectateurs qui vous soutenaient, et moi je vous rejoins dans cette côté très positif qui a été envoyé comme message dans une phase où on était tous dans le pessimisme, et vraiment c'était sympa. Et je pense que Toulouse a sa marche. Il y a quand même deux athlètes extraordinaires aussi, on peut les relever, qui ont quand même été la flamme. On peut citer quand même Léon Marchand et Antoine Dupont, qui sont quand même les deux leaders qui nous ont quand même tiré vers le haut, et ça je crois qu'on peut en être fier quand même, mais ça n'enlève rien aux autres, bien évidemment, ne le prenez pas mal. Dernière petite question, justement, on parlait de retombées. Ce qu'on vit aujourd'hui depuis 3 jours, moi j'ai envie de dire que c'est l'aspect concret des retombées des Jeux Olympiques, c'est-à-dire handisport en fait, c'est permettre aux gens de toucher vraiment du doigt ce qu'ont créé nos amis du comité régional olympique en handisport, c'est de permettre aux gens vraiment, concrètement, de passer de ces Jeux paralympiques à handisport en fait. C'est une belle reconnaissance, et j'ai envie tout de suite de vous
vous poser la question, parce que c'est avec ce qu'on vient de se passer. Est-ce que vous envisagez quand même de reconduire ces événements dans les années à venir? Et bien sûr ici, on l'a dit, sur cette place du Capitole, où on a passé 2-3 jours fabuleux, quoi. Je vais répondre à votre question par politesse, mais je dois vous avouer que je ne me suis même pas posé la question. On a créé cette fête grâce à tous les acteurs associatifs. On l'a créé il y a plusieurs années. C'est un succès chaque fois. On n'a pas attendu les Jeux olympiques et paralympiques pour faire cette fête. Forcément, ce qui s'est passé avec ces Jeux, ça nous encourage, ça valide en quelque sorte, ça confirme l'intérêt de tout ce que l'on fait ici à Toulouse, avec le comité régional olympique handisport, avec tous les clubs concernés. Ça confirme bien qu'on a eu raison de créer cet événement, et je suis sûr que cet événement, il va avoir de plus en plus de résonance. Alors évidemment, oui, rendez-vous l'an prochain, rendez-vous le plus longtemps possible chaque année. De la parole aux actes. C'est ce que je veux. Merci beaucoup, monsieur le maire, en tout cas, de nous avoir accueillis ici et nous permettre de vous rencontrer, de faire ce message un peu à tous ces gens qui sont là. On sait que le boulot n'est pas facile, le vôtre, quand on est un élu, c'est lourd. En tout cas, merci d'avoir pris quelques temps pour nous. C'est la mi-temps, retour vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Lucas Didier, Maxime Vallée et Jonathan Hivernin. Et si on parlait de sport, mi-temps. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission spéciale handisport en fait. Nous sommes ravis d'accueillir Lucas Didier, vice-champion olympique en para-tennis de table, Maxime Vallée, médaillé de bronze en équipe au fleuret, et Jonathan Hivernin, membre et capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. Nous allons débuter avec toi, Lucas, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Lucas Didier, je fais du para-tennis de table. Alors para parce que j'ai un handicap au membre inférieur. J'ai commencé le tennis de table il y a environ 16 ans, depuis 6 ans en handisport. Et je viens d'avoir ma première médaille aux Jeux paralympiques, une médaille d'argent. Alors justement Lucas, tu t'es incliné en finale des Jeux paralympiques face au Belge Laurens De Vos, qui est 3 fois champion olympique consécutif si je ne me trompe pas. Mais tu reviens tout de même avec une magnifique médaille d'argent. Comment as-tu vécu cette finale et quelles sont tes impressions sur ton parcours? Alors le but c'était vraiment de se faire plaisir en fait, parce qu'il y a 3 mois, je n'étais pas encore qualifié aux Jeux. J'étais même pas près de me qualifier au jeu, j'étais trop loin, il manquait des points pour accéder à une meilleure place dans le classement mondial et pour me qualifier. Donc en fait pour moi, aller au jeu c'était vraiment un accomplissement. Pour moi le travail était fait, donc j'ai juste essayé en allant au jeu de prendre du plaisir et de profiter du moment, de pourquoi je m'étais battu toutes ces années. Et au final, avec le plaisir, il y a eu de l'envie, avec l'envie il y a eu le niveau de jeu et donc il y a eu le résultat. C'est un bonus en fait, tu disais que tu es arrivé dans cette compétition-là, mais comment tu as pu accéder donc directement au jeu? Il y a eu un moment où tu t'es qualifié comment finalement pour les Jeux? En fait je me suis qualifié, il y a un classement chez nous, un classement mondial. Et on participe à plusieurs tournois tout au long de l'année. Par exemple cette année j'ai dû en faire presque 10 pour essayer de me qualifier au jeu. Et en fait au dernier, avant le moment où ils regardaient pour savoir qui était bien, qui était pas bien, au dernier qui était en Pologne, je suis arrivé à me qualifier parce que j'ai gagné des matchs inespérés. Ah, superbe. Alors, tu as joué face à un joueur redoutable qui était Laurent De Vos. Quels ont été les moments les plus difficiles à gérer pendant cette finale finalement? Ça a été dur. Honnêtement, ça a été dur, mais uniquement au niveau du tennis de table où il est très fort. Ça fait 9 ans qu'il n'a pas perdu un seul match. Ah ouais. Donc il est vraiment très fort, mais honnêtement, à part dans le ping-pong, il n'y a eu aucun moment dur. J'étais juste là, je profitais le moment, je me disais c'était vraiment incroyable, on peut refaire 10 fois cette compétition. Peut-être que j'aurai la médaille que 2-3 fois, et la médaille d'argent peut-être que j'aurai qu'une fois. Donc vraiment, j'ai juste profité et pris du plaisir. Avec une ambiance qui était délirante, quoi. Une ambiance vraiment stratosphérique. Pour nous, ça a été la première et la dernière fois, je pense, qu'on a joué dans une salle avec 7000 personnes, et 7000 personnes qui sont uniquement avec vous. Quand on marque un point, tout le monde encourage. Quand l'autre marque un point, silence dans la salle, c'était vraiment quelque chose de magique. Et alors cette médaille d'argent a une saveur particulière pour toi et ta famille. Qu'est-ce que ça représente de voir ton frère Hugo et toi briller aux Jeux paralympiques dans 2 disciplines différentes? Forcément un peu de fierté pour se dire qu'on est tous les deux de ma famille et qu'on a tous les deux une médaille. C'est ça aussi qui mettait une petite pique, je me dis tiens, dès le premier jour il a une médaille d'or. C'est original. Il a mis la pression. Exactement, je peux pas partir sans avoir ma médaille, quoi. Je peux pas juste regarder les siennes. Ça a évité à maman de les séparer. Ils ont chacun leur médaille, je pense que dans l'ambiance familiale, c'était une meilleure chose quand même. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avec le tennis de table Plaisance-Soie et l'impact que ce club a eu sur ta progression jusqu'au niveau paralympique finalement? En fait, j'ai jamais quitté ce club à part cette année pour la finalisation, mais en fait, ce club, c'est toute mon enfance. J'ai grandi là-bas, tous les gens, je les connais très bien et ça a toujours très bien marché là-bas. Par exemple, il y a 3 ans, je suis parti à Montpellier pour m'entraîner, pour faire des études et pour m'entraîner dans un pôle. En fait, ça m'avait plus du tout plu. J'avais quitté cette ambiance familiale, tous mes amis, et j'avais voulu arrêter le tennis de table
Donc en fait, j'ai dit j'arrête. Je suis revenu à Plaisance et j'ai repris avec les gens que j'aimais bien et avec cette ambiance vraiment familiale et ça m'a redonné l'envie, quoi. Et alors malgré la défaite en finale, tu as réalisé un exploit en te hissant jusqu'à ce stade de la compétition. Quels sont tes objectifs futurs après cette belle performance à Paris ? Forcément, on va penser à Los Angeles en 2028, c'est une évidence. Là, on va prendre une petite pause histoire de récupérer un peu, de souffler, de se reposer mentalement surtout, parce que c'était le plus compliqué tout au long de ce parcours pour se qualifier pour la médaille. Mais évidemment, on a déjà les yeux rivés sur Los Angeles. Et donc là, il y a un classement aussi, c'est au classement que ça se passe, donc tu as quand même des compètes à faire avant tout ça, quoi. Exactement, il va vite falloir ressortir pour maintenir son classement, parce qu'actuellement je suis passé numéro 3 mondial, donc, Ah oui. donc pour l'instant je suis bien, mais il va falloir le défendre, parce qu'on est tous très proches, à tous un niveau qui est vraiment similaire. On pourrait faire cette compétition, comme j'ai dit 10 fois, même en rejoignant les mêmes personnes. Ça se passera jamais pareil. Alors, l'Arena Paris Sud était pleine à craquer avec le public qui scandait ton nom. Comment as-tu vécu cette ambiance incroyable et en quoi cela t'a-t-il motivé lors de tes matchs ? Honnêtement, c'était un peu compliqué. Par exemple, en demi-finale, le match, une ambiance de fou, il n'y avait que moi qui jouais. Je commence à 6-0 pour l'autre parce que trop de gens qui crient, j'ai peur de décevoir. Donc vraiment très très compliqué, mais au final, une fois qu'on marque un peu de points, les gens ils commencent à nous applaudir, on commence à se relâcher, puis on commence à profiter de cette ambiance et à se servir de cette ambiance surtout parce que en fait, on n'était pas 1 contre 1, on était 7000 contre 1, quoi. On ne pouvait pas perdre. Ça devait être assez... rien que de ce qu'on voyait à la télé, c'était énorme. Donc j'imagine là, ce que tu pouvais ressentir toi-même, parce que ça envoie une énergie extraordinaire. Indescriptible. On a vécu ça une fois dans notre vie et ce sera sans doute la dernière, mais vraiment indescriptible. Et alors pour conclure cette interview, on a une dernière question. Le niveau du tennis de table paralympique est extrêmement compétitif. Comment t'entraînes-tu pour rester à ce niveau d'excellence ? Alors moi, j'ai fait le choix quand même de mettre les études aussi en avant, mais je m'entraîne environ 3 heures tous les jours. Et dès que ça a été fini mes cours, je me suis entraîné matin, midi, tous les jours jusqu'au jeu. J'ai une petite question intermédiaire. Tu t'es déjà entraîné avec les frangins, là, et Félix, un petit peu, et toute la... Et Alexis. Et Alexis, pardon. Quand j'étais à Montpellier, je me suis déjà entraîné avec eux, oui. Et alors, la sensation face à eux ? C'était il y a 2 ans, entre-temps, Ouais. ils ont vraiment explosé, mais déjà la sensation, on sentait qu'ils étaient forts. Tu as pu suivre leur performance quand même. Exactement, Ouais. puis j'ai pu les revoir à Paris lors des défilés, on a pu en parler, discuter. Vous avez de temps en temps des temps ensemble, non ? Pas du tout, d'entraînement, ça se fait aussi ? Non, ça c'est pas trop, c'est pas trop de temps ensemble, mais on peut se croiser sur les événements et on va discuter. Justement, est-ce que tu as participé à la parade des champions à Paris ? J'y ai participé, c'était un très beau événement. Franchement, c'était vraiment la dernière, c'était la 5e, c'était la fermeture. Un peu de nostalgie forcément. Lucas, un grand merci d'être passé à l'antenne pour nous parler de ton parcours et de cette belle médaille d'argent que tu as obtenue aux Jeux de Paris. Bonne continuation pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Alors, du tennis de table à l'escrime, il n'y a qu'un pas que nous franchissons avec Maxime Vallée. Bonjour. Bonjour. Alors Maxime, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter aux auditeurs un petit peu ton parcours personnel, quelques mots pour se présenter au grand public? Maxime, donc toulousain, 37 ans, marié, 2 petites filles et en équipe de France de para-escrime depuis 2011. Voilà, double médaillé de bronze à Rio, médaillé de bronze à Tokyo et remédaillé de bronze à Paris, donc très bronze. C'est resté bronzé en fait. C'est ça. Donc Los Angeles, c'est pour la médaille d'or derrière quoi. Dans Los Angeles, j'irai voir la médaille d'or dans les tribunes, mais voilà, moi ça sera un simple spectateur. Félicitations d'abord pour cette médaille de bronze en équipe au fleuret. Comment avez-vous réussi à renverser cette situation face à l'Italie finalement, après avoir été mené au score, ce qui était impressionnant quand même? Oui, on savait que l'équipe d'Italie c'était vraiment très costaud parce qu'on les avait pas battus depuis 2015 quand même. Et voilà, dans leur rang, il y avait le vice-champion paralympique, il y avait le champion du monde en titre, donc voilà, vraiment une équipe forte. Mais c'était plus une somme d'individualité chez eux et un collectif chez nous. Voilà, parce que nous on est une équipe qui avec Ludo et Damien qui se suit depuis maintenant une dizaine d'années et on avait vraiment ce côté collectif tous les trois où on est capable dans les grands moments d'aller faire de très gros matchs. D'aller chercher. Ouais. Et il y a un petit moment où ça bascule un tout petit peu pour nous et là le public suit, un gros engouement du public, les tribunes prennent feu clairement. Avec c'est nous. entendu, ouais, tout à fait. Et on prend feu avec eux et on le lâche pas. La médaille de bronze en équipe représente la première médaille de la délégation française en escrime fauteuil. Qu'est-ce que cela signifie pour toi d'avoir contribué à ce succès historique? C'est surtout que ça a été la première et la dernière malheureusement de l'escrime fauteuil puisque c'est en fait ça fait deux Paralympiades que l'escrime le fleuret-homme par équipe sauve un petit peu la mise puisqu'à Tokyo c'était déjà le cas. On avait fait une seule médaille de bronze
avec ce fleuret homme par équipe. Voilà, donc il y avait quand même une certaine pression, mais une certaine confiance en nous aussi, puisque cette médaille, en fait, on la garde de Rio à Tokyo et à Paris. Voilà, on est toujours présent. Alors, tu l'as dit à l'instant là, par rapport au mental, parce que ça jouait fortement. L'escrime, donc, c'est un sport exigeant, notamment en fauteuil. Et comment tu te prépares mentalement et physiquement pour ce type de compétition? Parce que on l'a vu, quelque part, vous étiez fort dans la tête. Ouais, on a une préparation mentale aussi qui se fait sur les 4 années de l'Olympiade. Alors là, il n'y en a eu que 3, mais voilà, c'est quelque chose qui est fait au long cours. Et sur la préparation physique, c'est pareil. On adapte et surtout on apprend de nos erreurs sur les Paralympiades précédentes, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On observe ce que font les étrangers aussi, pareil, pour voir ce qui marche et rester à niveau avec eux. Et ouais, c'est un travail quotidien avec aussi tout un circuit international, 6 à 8 épreuves de Coupe du Monde dans l'année où en fait on va répéter ce travail par équipe, physique, mental, technique, tactique. Voilà, on répète nos gammes pour être prêt le jour J. Et alors tu as participé, comme on le disait, à l'épreuve par équipe. Tu as aussi participé en individuel, mais tu as été éliminé au 3e tour des repêchages. Que retiens-tu de ton parcours en individuel aux Jeux Paralympiques de Paris? Un parcours, je visais d'aller reprendre une médaille en individuel, parce que j'avais fait 3e à Rio, 4e à Tokyo, donc voilà, vraiment pas loin. Mais au final, pas vraiment de regrets sur cette épreuve individuelle, parce que sur les 2 jours de compétition, que ce soit au sabre ou au fleuret, à chaque fois je perds sur plus fort que moi et sur vraiment plus fort que moi. Il y avait une marge et les 3 qui sont sur le podium, mais en fait pendant les 3 années de la Paralympiade, ils ont été devant moi. Voilà, on misait sur les Jeux en France, sur l'engouement du public pour qu'il y ait le petit truc en plus pour que ça passe. Voilà, c'est passé par équipe mais pas en individuel. C'est ça. Alors tu peux nous parler aussi de ton parcours avec le TUC Escrime à Toulouse et en quoi ce club a joué un rôle important dans ta progression jusqu'à ce niveau? Moi le TUC Escrime c'est mon club de toujours, puisque c'est là que j'ai débuté l'escrime à 8 ans avec ma maître d'armes Brigitte Aragou. C'est elle qui m'a mis le premier fleuret dans la main et c'est elle qui m'a amené jusqu'aux Jeux Paralympiques. Voilà, et c'est le club aussi qui s'est adapté et qui m'a permis de rebondir après mon accident. Pour se former à la pratique fauteuil et acquérir le matériel nécessaire à cette pratique. Et voilà, que ce soit les enseignants, que ce soit le bureau, que ce soit les partenaires d'entraînement, en fait tout le monde a suivi et c'est une famille. C'est vraiment une famille, ce club, et là en fait sur les jeux, ces jeux à Paris, on a pu aussi profiter de ça, de cet effet famille, parce que ils étaient très nombreux à être venus dans les tribunes du Grand Palais et de les voir ça fait du bien et ça porte fort, et c'était un peu aussi l'occasion de leur montrer pourquoi ils se sont autant investis avec moi et de les remercier de tout ça. Et après cette médaille de bronze à Paris, quels sont tes objectifs pour la suite? Alors là, moi mes objectifs maintenant, c'est de prendre du temps pour moi et aussi pour la famille, parce que voilà, c'était mes derniers Jeux Paralympiques, c'était mon dernier gros objectif, et on a la chance de terminer dans un lieu magique avec un public incroyable et une histoire, un scénario en fait de compétition avec ces 2 jours individuels, puis qui se termine en fait par cette épreuve par équipe où on va chercher cette médaille au courage, au forceps, à tout ce qu'on veut. Là, tu parles de l'ambiance justement exceptionnelle du Grand Palais. C'est quoi ton ressenti? Parce que on en a entendu parler, mais quand on est sur ce tapis, sur ce terrain, ça tremble de partout, quoi. Ouais, ça tremble de partout, et puis surtout, nous, on est un sport de gymnase en fait. L'escrime, on a l'habitude d'être dans des gymnases, alors plus ou moins beaux, plus ou moins avec plus ou moins de public. Bon là, c'était un peu mieux qu'un gymnase quand même, le Grand Palais. Et puis surtout, c'est 6500 personnes qui étaient là. C'est un lieu historique en plus. Il y a une histoire derrière tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis sur les 6500, il y en avait 6450 qui étaient pour nous, qui poussaient fort pour nous. Et ce qui était très impressionnant, c'est que les tribunes étaient très verticales et le son en fait montait dans la nef du Grand Palais et retombait sur les pistes qui étaient juste en dessous. Donc nous, en fait, on n'entendait pas les tribunes, les supporters arriver de côté. On les entendait arriver d'en haut. Et ça, c'était vraiment très impressionnant. Alors, en tout cas, merci. C'est sympa d'être venu nous voir, de témoigner pour tous ces gens qui sont là, parce que tu as vécu le haut niveau, tu as eu cette chance d'aller là-haut, mais en même temps, le témoignage d'aujourd'hui, il est fort parce que c'est bien aussi de revenir au concret
concret pour les gens qui aussi ont eu tes hésitations, qui sont sûrement aujourd'hui peut-être dans des réflexions et ton témoignage est important pour tous ces gens, ces jeunes qui sont là et c'est un message d'espoir en même temps. Oui, et puis c'est important aussi pour nous, pour l'héritage de ces Jeux paralympiques, parce qu'on a eu la chance d'avoir les Jeux en France, mais c'était les Jeux en France, mais quand même à Paris. Voilà, et donc de pouvoir revenir ici à Toulouse, de revenir dans nos clubs pour raconter et partager tous ces moments, c'est vraiment important, et donc on a envie de continuer à faire vivre ces Jeux. En tout cas, merci pour ton témoignage et sur ces Jeux paralympiques de Paris 2024 dans cette émission spéciale handisport en fait de Si on parlait de sport. Félicitations pour cette médaille de bronze. Un petit coucou aussi pour tes coéquipiers parce que tu n'étais pas tout seul, donc on les oublie pas. Et on te souhaite une belle poursuite de ta carrière sportive. Et j'allais dire rendez-vous à Los Angeles, mais là ça sera dans les tribunes en tant que supporter. Exactement, j'irai, mais pour supporter les autres. Merci à toi en tout cas. Merci. Nous avons la chance de recevoir un troisième athlète qui a participé aux Jeux paralympiques de Paris cet été. Il s'agit de Jonathan Hiverna, capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. Bonjour. Et bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans l'émission spéciale handisport en fait pour l'émission Et si on parlait de sport. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, Jonathan Hiverna, j'ai 33 ans. Je pratique le rugby fauteuil depuis maintenant 14 ans au sein du Stade Toulousain Handisport. Je suis le co-capitaine de ce joli club aussi qui a un fort palmarès déjà aussi. Et également membre de l'équipe de France et capitaine de cette belle équipe de France depuis maintenant quasiment 12 ans au plus haut niveau. Et donc je suis atteint d'une maladie qui est arrivée en cours de route qui s'appelle la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Donc c'est une maladie qui touche la gaine des nerfs de la moelle épinière jusqu'aux extrémités du corps. Donc je suis atteint au niveau de mes membres inférieurs, également au niveau de mes mains, pour essayer aussi un petit peu aux auditeurs de se représenter. Et pour autant, j'ai trouvé un sport qui est totalement adapté par rapport à mon handicap, mais aussi à mes valeurs, qui a été vraiment à l'âge de 19 ans de retrouver un sport inclusif qui était vraiment en fait tout à fait en accord par rapport à mon handicap, par rapport à mes valeurs, mais aussi finalement à retrouver une équipe, une famille de rugby. Et je vous en parlerai après, mais c'est quelque chose qui me galvanise tous les jours et c'est devenu mon mode de vie. Alors vous avez participé aux Jeux paralympiques de Paris. Après une phase de poule difficile, l'équipe de France a su se racheter en terminant à la 5e place. Comment avez-vous abordé ce retournement de situation et ce dernier match contre le Canada ? On savait que clairement l'objectif était affiché dans les derniers résultats avec 2 titres européens coup sur coup en 2022-2023 et une très belle 4e place à la dernière Coupe du Monde qui a eu lieu aussi en même temps que la Coupe du Monde de rugby à Paris. On présageait vraiment aussi de nourrir beaucoup d'espoir, beaucoup d'engouement aussi avec la ferveur qu'il y avait et le fait que c'était à la maison. Donc c'était quelque chose qui était quantifiable pour nous et qui était vraiment finalement réalisable surtout. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, on a eu deux finalement émotions, une part de déception de pouvoir prétendre aussi à jouer du coup ces médailles-là, mais en même temps des Jeux paralympiques tellement uniques. On s'imaginait certaines choses, mais ça a dépassé tout le cadre qu'on pouvait finalement essayer de se projeter ou de définir. Et rien que pour ça, je tenais vraiment à remercier le public français parce que j'ai jamais vécu un tel engouement autour du rugby fauteuil devant 8000 personnes, sentir vibrer, voilà, on en parlait des tribunes, sentir l'engouement, la ferveur. On n'a jamais été autant poussé. Donc donc c'est une très belle 5e place pour cette équipe de France-là qui a été pour la première fois historique parce qu'elle a progressé d'une place à une place depuis 2012, depuis les Jeux de Londres. Donc on espère juste une chose, que aux futurs Jeux de Los Angeles en 2028, on sera du coup à même de capitaliser sur tout ça pour remporter la plus belle des médailles surtout. Et alors le rugby fauteuil est un sport particulièrement physique et stratégique. Quelles ont été les clés pour battre le Canada 53-50 dans ce match décisif ? Alors ce dernier match, vraiment sur la partie en elle-même, on a respecté déjà les grandes bases du rugby fauteuil qui sont très spécifiques. Et donc c'est un sport inventé qui ressemble plus à du football américain sur celui qui est paralympique. Et donc sur ces bases-là, en fait, on était beaucoup plus en maîtrise sur certains matchs de poule où on a été un petit peu en dessous. Donc c'est vrai qu'on a mis à mal d'un point de vue physique notre adversaire, mais d'un point de vue stratégique, on avait toujours finalement le placement ou l'anticipation qui faisait qu'on avait la différence. Donc on s'est rendu vraiment nos attaques assez faciles et en essayant toutes nos chances en défense. Donc c'est vrai que c'est un sport, dès qu'on perd 1, 2 ou 3 balles, ça peut vite basculer. Et je pense que le fait aussi qu'on ait bien entamé ce match-là, qu'on était devant,
et qu'on a encore appuyé surtout sur le troisième quart où on a fait un petit peu la différence et le quatrième quart, mais ça nous a rendu le match finalement beaucoup plus à même de pouvoir aussi finalement être acteur de la victoire. Et cette belle équipe du Canada qui avait fini en tout cas donc vice-championne du monde du coup sur la Coupe du Monde, s'est retrouvée 6e sur ce tournoi, donc on savait que les 6 équipes qui se prétendaient à ce tournoi-là pouvaient gagner l'or. Ça s'est pas trompé et je pense que on a surtout on s'est respecté à dire qu'on n'était pas là par hasard, qu'on faisait partie de ces équipes-là qui étaient fortes, qui étaient omniprésents et on devait gagner devant nos Français. Bien finir, c'était très important et moi j'avais à cœur en tout cas de donner cette énergie à tous mes coéquipiers et moi le premier je voulais les porter et c'est ce qu'on a réalisé et c'est quelque chose d'unique. Oui. Ça s'est vu au niveau de l'énergie déjà sur le terrain. Moi j'ai regardé plusieurs matchs. J'ai vu le match où vous êtes battus comme des morts de faim par rapport aux Anglais, mais qui avaient quand même une technique qui vous mettait à chaque fois en défaut parce que vous marquiez, ils lançaient toujours la même stratégie, ils envoyaient devant et il y en a un qui marquait. On se disait franchement là il y avait une petite différence entre vous et là mais on sentait, on te voyait pousser l'équipe, ça bastonnait. C'était vraiment pour découvrir le rugby fauteuil là. Quel spectacle! Bravo, en tout cas, nous on s'est régalé. Ah mais totalement, en fait, c'est le rugby fauteuil que vous avez pu découvrir et que même ceux qui n'ont pas eu la chance de le découvrir, je vous invite vraiment à avoir la curiosité de regarder parce que c'est un des sports peut-être les plus engageants qui s'est profilé pendant tous ces Paralympiques. Et en fait, ce qui est assez spectaculaire, c'est à la fois qu'on fait partie des personnes qui sont le plus touchées dans notre famille des situations de handicap, mais pour autant on se respecte avec un totalement engagement. Il y a un combat acharné. Extraordinaire. Et finalement, la pluralité de la performance, elle va sur 2 variables, c'est-à-dire que c'est homme ou femme qui performe, mais aussi dans la notion du handicap. Et ça, c'est ce qui rend le plus beau, en fait, notre mouvement parasportif. On va revenir un petit peu plus sur le secteur avec une question sur ton parcours avec le Stade Toulousain, justement handisport. Comment ce club a influencé sur ton développement en tant que joueur et en même temps, en profiter pour que tu nous fasses le petit clin d'œil sur l'autre sport que tu as décidé aussi de pratiquer, qui est le rugby à 13. Rugby 15, rugby 13. Alors c'est 2 mondes très différents, donc l'appellation autour du rugby à 13, on pourra la développer après. Moi, mon club, depuis toujours, je tenais déjà à les remercier sincèrement et aussi le comité handisport autant de la Haute-Garonne mais aussi de l'Occitanie parce que si aujourd'hui j'en suis là, c'est en partie grâce à eux. Autant sur l'accès à la pratique, au matériel, mais finalement aussi à la co-construction de cette association qui est devenue, je pense, un des piliers du mouvement parasportif en Occitanie. Le Stade Toulousain handisport, en quelques chiffres, c'est 12 fois champion de France, 10 fois vainqueur de la Coupe de France et on porte fièrement ce maillot rouge et noir. Et en fait, pour ma part, qui était une personne tout à fait méconnu, qui a commencé le rugby fauteuil, il faut savoir que moi j'étais quelqu'un de totalement renfermé, qui n'était pas sûr de soi, qui voulait pas être en lumière, qui voulait, qui avait peur de tout. Mais ça m'a transformé au-delà d'être un athlète, ça m'a changé en l'homme que je suis aujourd'hui. Et quand on parle que le sport est une école de la vie, le premier, je le mérite parce qu'il apporte beaucoup de valeur. Il apporte aussi de pouvoir se retrouver avec soi-même sur ce qu'on a envie de faire dans notre vie aussi. Et ça nous fait découvrir aussi qu'on est capable de réaliser des choses pour qu'on aime de faire ça, mais capable de pouvoir réaliser surtout des choses extraordinaires, que ça soit dans n'importe quel objectif. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, que ce soit par surtout nos familles, nos amis, tout ça. Mais être en accord avec soi-même, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ouais, le Stade Toulousain m'a apporté toutes les clés pour prétendre à la sélection. Donc c'était déjà un club déjà très en place dans les premières années du rugby fauteuil du coup en France. Et moi, j'ai suivi aussi cette école qui m'a projeté aujourd'hui et j'en suis très fier en tant que Toulousain à la tête de cette belle équipe de France et c'est qu'une histoire qui continue, elle ne s'arrête pas et j'aurais à cœur de pouvoir l'écrire un petit peu plus. Et alors quels sont tes prochains objectifs, que ce soit avec l'équipe de France ou tes différents clubs, le Stade Toulousain, les Dragons catalans à 13? Donc j'en ai pas parlé, donc je pratique aussi le rugby à 13 fauteuil. J'évolue dans le milieu du rugby fauteuil. Finalement, si on devrait vraiment un petit peu mettre la parenthèse, j'apporte une importance de pouvoir faire les 2 pratiques, une un peu plus rugbyistique, une un peu plus en adéquate aussi
avec mon handicap est aussi virulente et engageante. Et mes futurs objectifs, ils vont être nombreux. Donc le premier, avec le Stade Toulousain Handisport, c'est de remporter le championnat de France de nouveau, avec pour objectif d'installer encore les nouveaux joueurs avec une prétention que d'autres joueurs toulousains soient sélectionnés au futur. Ensuite, avec le Dragon catalan au rugby à 13 fauteuils, je vais avoir aussi la chance de pouvoir réévoluer avec cet effectif, de redevenir aussi champion de France, champion d'Europe des clubs aussi avec ce club qui est juste gigantesque. On le présente plus au rugby à 13 et le rugby à 13 fauteuils c'est la même chose. On a la chance de pouvoir avoir les meilleurs joueurs français et dans une prétention un petit peu plus internationale. Donc avec le rugby fauteuil paralympique, on va du coup défendre notre titre de champion d'Europe en 2025, fin avril. Et il y aura aussi un championnat du monde qui aura lieu en Australie, à Brisbane. Donc on aura à cœur de remporter de nouveau ce titre européen et de figurer pour la première fois sur un podium au niveau international. Et bien sûr les Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028 qui sera vraiment un objectif à long terme. Et la dernière chose qui est tout frais, c'est qu'avec le rugby à 13 fauteuils, j'aurai aussi la prétention avec mon petit frère qui est valide. Donc c'est la particularité du rugby à 13. Il y a hommes, femmes et handi valides qui peuvent y jouer, de pouvoir prétendre à la sélection de la Coupe du Monde 2026 en Australie, à Sydney. Et tout ça dans mon rôle et mon nouveau rôle de co-capitaine de cette équipe de France de rugby à 13 fauteuils. Où est-ce qu'on peut te voir? Tu parlais de nous voir. Qu'est-ce que tu peux nous dire si on veut les voir? Les matchs, ça se passe à quel endroit? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 infos pour le Stade Toulousain? Sûr. Alors le rugby fauteuil paralympique, je vous invite vraiment autant à suivre le comité départemental de Lot-Garonne mais aussi Occitanie qui relaye énormément les informations autour des différents événements sportifs dont le rugby fauteuil paralympique. Donc sur cette date, je vous donne rendez-vous à mi-mai où on accueillera du coup la dernière phase du championnat de France de rugby fauteuil paralympique. Et après, concernant le rugby à 13 fauteuils, je vous invite à vous rediriger vers la Fédération française de 13 qui publie autant pour les hommes et femmes mais aussi les fauteuils le calendrier du coup du championnat de France où se déroule tous les week-ends quasiment un match ou toutes les 2 semaines aussi à travers toute la France et surtout au sud de la France. Un dernier petit clin d'œil par rapport à l'Arena Champ de Mars qui était en feu particulièrement lors de votre victoire contre le Canada. Comment tu as ressenti cette ambiance incroyable et en quoi le public t'a aidé en fait, vous a aidé à gagner? En fait le public il nous a énormément aidé parce qu'il nous a galvanisés. Il nous a soutenus, il nous a poussés dans nos retranchements dès qu'on avait peut-être une petite perte finalement énergétique. On levait la tête et on voyait tous ces visages du coup en train de nous pousser. Donc il n'y avait qu'une chose, c'est qu'on ne devait pas lâcher, on n'a pas lâché et la plus belle des choses est arrivée, c'est qu'on gagne cette belle équipe du Canada. Et il y a 2 moments vraiment qui m'ont marqué. C'est à la fin du match du Canada que le public a lancé la dernière Marseillaise pour nous remercier. Et ça n'a pas de prix. Et moi, personnellement, pour ma part, c'était la première fois que mon petit frère et ma mère venaient me voir jouer au rugby fauteuil avec le maillot bleu, donc ça avait une saveur particulière aussi. Un grand merci pour ton témoignage sur ton épopée aux Jeux paralympiques de Paris 2024 dans cette émission spéciale Handisport en fait. Nous te souhaitons, ainsi qu'à toute l'équipe de France rugby fauteuil, d'accrocher une belle médaille à Los Angeles et bon courage pour les prochaines compétitions avec tes différents clubs. Merci en tout cas. Et on a le plaisir de recevoir à l'antenne Timo qui est un jeune lycéen suisse. Il est en France actuellement jusqu'en janvier pour améliorer son français. Bonjour. Bonjour. T'étais aujourd'hui place du Capitole pour cet événement qui est Handisport en fait. Qu'est-ce que t'as pensé de cet événement? C'était super, il y avait beaucoup des activités pour faire, c'était bien pour faire des activités et aussi faire des choses avec fauteuil. Pour jouer du basket au fauteuil, c'est un peu chose différent. Justement, il y avait plusieurs activités handisport qu'on peut retrouver notamment aux Jeux paralympiques. Est-ce que tu as participé à ces différentes activités ou tu es juste allé les voir? J'ai participé à fauteuil basketball. Mais les autres, j'ai seulement voir. Mais c'était super de jouer et c'est vraiment différent de normal. Et est-ce que tu as suivi les Jeux paralympiques qui se sont déroulés en France? J'ai suivi, c'était super et vous avez fait beaucoup de médailles. Est-ce que tu es sportif toi? Est-ce que tu pratiques un sport tout au long de l'année? Oui, moi j'aime bien jouer du tennis ou faire du ski.
Mais ici, c'est un peu difficile pour faire du ski. Mais du tennis, je fais ici, c'est bien. Bon courage pour l'apprentissage du français ici dans ton lycée à Toulouse. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Et maintenant, place à la prolongation avec notre invité Serge Robert. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et oui, comme dans tout bon match, il y a une prolongation. Et cette prolongation, va la passer avec Serge Robert. C'est la 4e émission spéciale Handisport en fait. Serge Robert qui est président du comité régional Handisport d'Occitanie. On va revenir ensemble sur ces journées Handisport, ses impressions, ses enseignements, ses espérances pour que le regard change enfin sur le handicap. Serge, à nouveau bonjour. Merci de venir dans cette émission. Bonjour à vous, merci. Voilà, donc tu viens de clôturer, on est sur la fin de ces journées Handisport en fait. J'ai envie de te demander quel premier bilan on peut tirer de ces 3 jours. Mais pour nous, un bilan toujours positif. Chaque année, effectivement, ce sont un moment fort qu'on attend beaucoup en termes d'image. Donc vraiment aller vers le public. Alors, 3 moments forts, 3 journées fortes avec assez diverses sur des thématiques relativement différentes. Alors je le rappelle un petit peu, on les a évoqués un petit peu. C'est vrai que ce premier jour avec les écoles un petit peu était toujours un gros succès. C'est vrai que les enfants sont assez friands des activités, sachant qu'en plus ce sont des activités handisport, donc ils découvrent aussi ce mouvement et ce milieu, donc ça aussi pour les générations à venir c'est important pour nous de sensibiliser à ce niveau. Deuxième jour avec une nouvelle expérience qui était la première cette année avec le job dating, donc permettre aussi à nos pratiquants, à notre public un petit peu spécifique de rencontrer les entreprises et éventuellement d'avoir un projet peut-être de trouver un emploi et d'avoir un avenir professionnel. Ça c'était une nouveauté, il faut le dire, ça, de cette première, voilà, et qui a séduit pas mal d'entrepreneurs que nous on a discuté avec eux, ils ont tous dit c'est une bonne idée. Alors effectivement, donc même si cette première n'a pas attiré les foules, effectivement, mais l'entreprise était très fière et tout à fait normal d'être là, ça va très bien, donc c'est quelque chose qu'on va pérenniser, qu'on va, j'espère, un petit peu arriver à développer, à attirer de plus en plus de monde, qui soit vraiment une date aussi forte par rapport à ce sujet-là, quoi. Donc l'après-midi, donc on a enchaîné bien sûr avec nos partenaires, le Challenge Entreprise qui a été un gros succès, même si le temps a été un peu des fois litigieux, mais en tout cas bon, une belle fête, une belle animation, c'était très dynamique sur la place, donc là c'était un gros moment fort. Et ensuite donc bien sûr aujourd'hui donc le grand public, alors là c'était vraiment la journée phare, quoi, avec un temps super clément, donc là c'est super, donc c'est vraiment des moments effectivement où on est là, alors en plus juste après les jeux, donc il y a aussi un regard un peu différent des gens qui viennent, donc on a divers publics, on a des gens vraiment qui connaissent un petit peu, qui viennent chercher des informations, d'autres qui viennent rencontrer un petit peu les sportifs qui étaient au jeu, dont certains sont ici présents, et effectivement donc bien sûr des curieux qui découvrent aussi le mouvement et qui nous posent plein de questions et qui repartent aussi avec des réponses, et donc et le but aussi c'est nous de montrer aux familles effectivement qui sommes nous et que l'offre de pratique qu'on a effectivement peut permettre au plus grand nombre de pouvoir de même pratiquer, quoi. Et justement, quelles ont été vos impressions sur le déroulement de ces 3 journées? Les impressions, on attend toujours beaucoup parce que c'est vraiment, on veut offrir le meilleur aussi, donc suivant les publics qui viennent, c'est vraiment briser la glace avec nos jeunes écoles, les enfants, l'avenir, briser la glace sur le regard qu'ils peuvent avoir sur l'handicap, sur notre mouvement, pareil avec le milieu professionnel, les entreprises, nos partenaires qu'on essaie de chérir au maximum sur cette journée. C'est vraiment une journée de rencontre, c'est pour passer un bon moment ensemble, convivial, dans un état d'esprit festif. Et le grand public là où on veut vraiment qu'on soit encore reconnu, je pense qu'encore on est en termes de communication, le comité régional handisport a besoin encore, on ne connaît pas assez comment on doit faire pour aller faire du sport, où c'est qu'on peut faire du sport, où c'est qu'on doit se renseigner. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des comités départementaux, qu'il y a une ligue, qu'il y a un comité régional. Donc voilà, il faut vraiment qu'on ancre un petit peu notre image, qu'on développe notre communication et qu'on montre qui on est, et voilà, donc et qu'on peut pratiquer tous les niveaux de pratique et quel que soit l'handicap, surtout aussi grave soit-il. Et ça c'est important. Alors on l'a vu un petit peu au jeu, on a vu quand même des handicaps assez sévères que beaucoup peut-être n'imaginaient pas qu'on puisse faire déjà du sport, mais ni même aller au jeu avec un handicap aussi grave. Donc on voit quand même qu'on peut un projet de performance, d'accès à la performance de haut niveau, et qui est aussi également un réel projet de vie, quoi. Donc on essaie un petit peu de par notre mission, nos missions, parce qu'on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs, d'offrir, d'accompagner sur un projet de vie. En fait, on se rend compte que le sport c'est vraiment pour certains de se reconstruire, d'aller au meilleur de soi-même. Donc il y a tout ce qu'il faut pour en offre de pratique, que ce soit sur le milieu bien sûr sportif, et parallèlement aussi un projet de vie, parce que bien sûr il n'y a pas que le sport dans la vie, il faut aussi parallèlement, des fois on ne gagne pas sa vie en faisant que du sport, donc il faut aussi travailler des fois, donc c'est réinsérer dans la vie professionnelle, et on essaie aussi d'accompagner humainement, à notre niveau du moins, nos pratiquants, nos sportifs aussi sur ce plan-là.
Alors justement, quels enseignements retiens-tu de cette édition 2024 ? Parce qu'il y a eu plein d'engouement. C'est important de savoir un petit peu qu'on peut préparer pour l'avenir, parce que t'as pris des notes, j'imagine, t'as observé des choses. Quel enseignement on retire comme ça à chaud, bien sûr, on pourra peut-être faire une analyse plus loin, mais spontanément comme ça au bout de ces 3 jours. On se remet toujours en question. Alors, pour moi, il n'y aura jamais assez de monde. Là, il n'y a pas assez de monde qui vient chercher des infos du public. Il faut trouver des moyens que ce soit une vraie fête, mais en termes de monde. Moi, ce qui me réconforte, qui me réjouit, ce sont les partenaires qui sont toujours enthousiastes, ils sont super motivés. Non, on continue avec vous. On tient, c'est une grande valeur pour nous, donc nous c'est très important parce qu'on dépend beaucoup d'eux. Il faut savoir qu'on a là les partenaires privés, on dépend beaucoup aussi de la politique d'État. On sait que la mairie, si demain elle dit stop, on n'est plus là. Donc on est très dépendant, donc on fait en sorte que l'image qu'on a, c'est un service quoi. Donc on se doit d'avoir vis-à-vis de ces publics-là, briser cette glace que nos pratiquants et que les parents des familles avec des enfants en situation de handicap sentent que malgré l'handicap, leur enfant pourra avoir un projet, une vie la plus normale possible et une inclusion aussi la plus normale possible. Donc on est là pour les réconforter aussi, apporter le maximum d'informations et avoir une offre de pratique très diverse. Ça c'est important de pouvoir faire. Je ne fais pas que le sport parce que je peux faire que ce sport, je peux faire le sport que je veux, je peux faire des choix dans ma vie et me faire plaisir et ça c'est très important. Et quelles sont tes espérances pour l'avenir du handisport et son impact sur la perception du handicap ? Le handisport évolue, donc c'est l'accompagnement de la personne handicapée au quotidien, donc c'est déjà politique aussi, donc le mieux vivre, vivre le plus normalement possible. Alors après la définition de normal bien sûr, à chacun de la définir, mais en tout cas c'est ça, c'est briser les différences. Donc les Jeux paralympiques ont permis déjà d'avoir un regard peut-être différent, je l'espère du moins pour l'avenir. Je crois qu'il y aura un avant, un après les Jeux de Paris. Il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Donc ça pour nous, merci mon Dieu. Voilà, donc on a passé un cap et là maintenant il faut se servir de cet élan qui tombe pas trop vite surtout, donc à nous maintenant de prendre le relais, de faire ce qu'il faut pour accueillir au maximum, qu'on soit pas capable. Il faut pas dire non quoi. Aujourd'hui un gamin qui fait du sport, il faut ouvrir les portes et les accompagner au mieux, briser la glace, que ce soit les personnes quel que soit le projet, quel que soit son handicap, on puisse avoir un projet de vie, qu'on soit plus marginalisé, qu'on ait plus ce regard de différence, qu'on puisse faire du sport. Voilà, donc on a quand même ça évolue, on peut pas dire quand même. On l'a vu par rapport aux témoignages, qu'ils soient politiques, qu'ils soient des partenaires, qu'ils soient de nos sportifs. Oui, bien sûr. Ils le ressentent aussi, même si pendant longtemps le sportif, on râlait un peu, mais encore, c'est pas ça. Là, on se rend compte quand même qu'ils ont quand même un discours positif. On a tous un discours positif. À nous maintenant de nous accorder pour avancer ensemble et je pense que là déjà on a passé plusieurs marches même. Je dirais pas une, plusieurs, même si l'escalier encore il y en a encore. Voilà, mais... ce que je disais tout à l'heure, ça reste vrai, c'est-à-dire que on a eu un superbe exemple qui nous tire vers le haut et là ce que vous venez de faire avec Handisport en fait finalement c'est d'amener du concret aux choses. C'est-à-dire qu'on est passé d'un rêve fabuleux, on était dans le cocon là-haut du paralympique et puis là concrètement vous arrivez sur cette place du Capitole avec des projets qui ont été présentés, que ce soit le job dating, que ce soit les enfants qui ont pu venir, que ce soit des activités à faire, où vous mélangez les valides et les handisports et qui peuvent ensemble faire des choses. Voilà, je crois que là on est dans du concret, c'est-à-dire que c'est important de permettre aux gens tout simplement, il y a quelques temps, je vais être très clair, qui regardaient vraiment les Paralympiques à la télé, et là cette année il s'est passé un truc. D'abord il y a eu l'élan des Jeux Olympiques qui a poussé, et puis d'un seul coup ces Jeux Paralympiques qui sont devenus c'est énorme, c'est énorme le regard. Faire du média avec de l'handicap, faire du spectacle, oui, show, tout à fait. C'est compliqué. On a tous regardé. C'est un pari parce qu'effectivement, voilà, il y a toujours même si encore il y a des choses qui peuvent être un petit peu, difficiles à regarder. Souvent des profils, mais encore, je crois que ça évolue. Et on est fraîchement. Je crois que là, on a bien avancé. Alors à nous maintenant de faire le job. Et il faut savoir que le comité régional d'handisport, en dehors d'handisport en fait, on rentre pas chez nous, donc on continue à travailler. On est présent, donc même si on est moins de la lumière, donc c'est un travail au quotidien avec nos comités départementaux, nos clubs, nos associations. On est présent, on accueille, on est là, on est actif. Il y a des événements, il y a beaucoup d'événements, d'offres de pratique. Il y a un calendrier sportif assez sur l'Occitanie assez riche, donc on vous invite vraiment, n'hésitez pas à venir voir les événements régionaux aussi. On aura aussi des événements internationaux qui auront lieu en Occitanie. Donc il se passe des choses tout au long de l'année, donc et on est à votre écoute pour accueillir le plus grand nombre, vous informer pour pouvoir pratiquer surtout. En tout cas, ça sera un vrai plaisir. En tout cas, nous on s'est fait plaisir avec Pauline à l'antenne pour relayer au moins ces informations-là. Tu parlais de communication, nous on est bien sûr prêts à vous aider à faire suivre ces informations. C'était 4 émissions extraordinaires qu'on a vécues avec vous. C'est un témoignage, on va laisser des traces concrètes qui pourront être écoutées par ces podcasts qu'on vous a proposés. Bosser avec vous, ça a été un plaisir. Je pense
parce que Pauline, on s'est régalé. Oui. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on tenait à vous dire. Merci, Modestement, merci, à notre niveau, merci. on a fait ce travail-là parce qu'on a senti qu'il y avait quelque chose aussi à notre niveau pour pouvoir transmettre. Alors, si on est simplement une petite parole, mais qu'à travers ces émissions, les gens pourront les retrouver sur nos sites et sur vos sites d'ailleurs, vous pouvez les récupérer. Ça permettra aux gens de réécouter ce qu'on s'est dit et peut-être de transmettre des beaux messages. En tout cas, merci Serge pour ton engagement Merci et à tes vous. précieux témoignages. On souhaite à toi et à toute ton équipe que je voulais saluer quand même. Il y a Alexis, il y a Bien Roxane, sûr, ouais. il y en a d'autres dont Une j'ai pas belle tous les équipe, prénoms ouais. et il faut les saluer. Une super Merci équipe, aussi à beau Monsieur le travail. Président. Ouais, merci. Voilà, donc je pense qu'il faut le dire parce que c'est important pour ces gens bénévoles, certains, même les salariés qui travaillent souvent dans l'ombre. Donc voilà, c'était un merci qu'on a fait. On a eu le plaisir avec Pauline de faire partager cet événement à nos auditeurs, de nous accompagner pendant ces journées. C'est la fin du match et de cette 4e émission spéciale Handisport en fait. Retour au vestiaire pour la fin du match. Et si on parlait de sport, fin du match. Merci à Jean-Luc Moudin, Serge Robert, Lucas Didier, Maxime Vallée et Jonathan Hiverna pour votre participation dans cette émission spéciale Handisport en fait de Et si on parlait d'handisport. C'était la 4e et dernière émission spéciale Handisport en fait. C'était un plaisir de participer, de vous faire partager ces moments de sport grâce à ces émissions spéciales. Vous pouvez nous suivre, nous écouter et partager sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci aux partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement, la ville de Toulouse, la région Occitanie, l'Agence nationale du sport, EDF, Société Générale Courtois, Harmonie Mutuelle, Decathlon, AGFIP, AXA, FIF, Emploi Handisport et Groupe Amadoc. Un grand merci aussi à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, ainsi que Profession Sport Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le travail réalisé afin de poursuivre ces émissions. Merci également à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique chez Samper Connect, pour l'ensemble du suivi des réseaux informatiques, des plateformes podcast et du site internet. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de ces émissions. Merci à toi Laurent. Nous nous retrouvons rapidement pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport.